BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 1h en direct sur BFM Business. Je vous le disais, bah oui, en ce 11 juillet, on voulait faire un focus à l'aube de cette saison estivale sur le secteur de la restauration. Comment ça va après 2 années particulièrement éprouvantes? Quels sont les défis? Est-ce que les touristes sont là? Est-ce que ces problèmes de pénurie de personnel sont toujours là et bien là? Quels sont les défis de la restauration au sens large? On va en parler avec nos invités. D'abord, je salue notre hôte parce que nous sommes ici à la plage parisienne, dans le 15e arrondissement de Paris, entre le pont Mirabeau et le pont de Grenelle. David Bétan est avec nous, notre hôte. Bonjour David, bienvenue. Bonjour Guillaume. Directeur général du groupe Beaumarly, un groupe de restauration exploité par Gilbert et Thierry Coste, qu'on ne présente plus exactement. Merci de nous accueillir chez vous. Merci à vous. Aujourd'hui avec plaisir. Et puis notre deuxième invité, c'est Thierry Grégoire qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Président de l'UMIH. Saisonnier, pour parler un petit peu de cette saison. D'un mot, messieurs, on discutait hors antenne, mais d'un mot, vous nous dites, ce que vous voyez, c'est ce qu'on voit et ce qu'on lit. On est parti pour une saison absolument record. David, c'est ça qui se précise pour vous, concrètement. Oui, on ressent bien, c'est vrai qu'on ressent bien l'afflux des touristes qui reviennent beaucoup à Paris. Nous, on opère beaucoup de notre activité à Paris, quasiment 90%. Le groupe Beaumarly, on répète, donc c'est... Alors, groupe de restauration traditionnelle. On opère sur de l'hôtellerie, de la restauration et du clubbing, un segment assez luxe. Donc c'est détenu et opéré à 100% par la famille, ce qui est assez rare aujourd'hui, donc depuis plus de 40 ans. On a une croissance aujourd'hui qui est importante mais totalement maîtrisée. Historiquement, on a eu tous nos établissements et on a nos établissements sur Paris. On commence à sortir de nos bases. Le Café Marly, le Georges, le Café Beaubourg, la Maison du Caviar, la Brasserie Ruc. J'en cite, il y en a une grosse vingtaine. 20. Oui, on arrive aux 20 établissements. Aujourd'hui, on sort un petit peu de nos bases. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. On va en Belgique, on va à Deauville, on a fait une opération à Nice également. On va à l'international. Et c'est peut-être la phase numéro 2 du groupe Beaumarly. On vous le souhaite évidemment. Merci. Thierry Grégoire, vous exploitez plusieurs hôtels du côté de Montpellier. Vous êtes dans Toulouse, moi. Du côté de Toulouse, pardon, excusez-moi, de Toulouse. Et vous me dites aussi, c'est très bien parti cet été, globalement. Écoutez, moi, ça fait 5 ans qu'on a créé notre groupe, 5 hôtels de restaurants. C'est vrai qu'on a le mois de juin, par exemple, c'est le meilleur mois de juin qu'on ait jamais connu. Donc ça veut dire que meilleur mois de juin, carrément. On n'est jamais connu. On a un trafic qui revient, même si capacité aéroportuaire n'est pas à son maximum. Mais on sent un retour de notre clientèle business, même si toute la clientèle internationale n'est pas encore de retour, parce que le télétravail continue à faire son œuvre. Et dans les grands groupes internationaux, pour l'instant, les ingénieurs ou tous les salariés qui ont l'habitude de venir ici en France ne viennent pas comme ils venaient avant la première partie du Covid. Mais c'est vrai que c'est plutôt bon. Après, malgré les contextes géopolitiques compliqués, tendus, l'inflation qui augmente, on sent les business se font. Donc ça, c'est positif. Et en termes de loisirs, Toulouse est devenue une destination qui monte. Et on a de plus en plus d'Espagnols qui viennent le week-end. Et ça, c'est très intéressant. Une clientèle domestique aussi nationale. Les Français, en fait, moi, ce que je retiens, c'est que pour cette saison, mais on le voit depuis déjà les 2 dernières saisons, après la sortie du premier confinement en 2020, c'est que les Français se réapproprient leur pays. C'est ça. Et ça, c'est très intéressant. C'est ça. Chacun dans votre catégorie, vous nous dites belle saison. Les étrangers sont de retour, les touristes sont de retour. David, vous le voyez, vous le sentez, ça véritablement là. Oui, on le sent beaucoup et je rejoins ce que vous disiez, notamment sur le retour. Alors, les Parisiens sont là, on le sent, ils reviennent dans les établissements. Il y a une véritable volonté aussi de déconnecter. Le risque de l'inflation et tout ce qui est lié à la macroéconomie et toutes les craintes qu'on attend, même pour septembre, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on ne le ressent pas tant que ça. On le ressent évidemment dans les risques d'approvisionnement, nous en tant que professionnels. Mais aujourd'hui, on sent quand même un véritable regain pour déconnecter, pour s'amuser. Et les Français n'ont pas vraiment envie d'avoir peur. Pas envie de retomber dans la sinistrose. La plage parisienne où vous nous accueillez, vous avez ouvert en janvier dernier. Vous auriez dû ouvrir beaucoup plus tôt. Voilà, facilement 1 an plus tôt, s'il n'y avait pas eu le Covid. C'est ça l'histoire. Oui, bien sûr. C'est une affaire qu'on a signée juste avant le Covid, en janvier 2020 du coup. C'est vrai que sans le Covid, on aurait ouvert certainement 1 an après. Après, on connaît les difficultés qu'on a rencontrées en tant que restaurateur. Mais bon, on est ravis aujourd'hui. On a pris un peu plus de temps, mais on a ouvert, c'est l'essentiel. Ça n'a pas été évident.
Aujourd'hui, on a un magnifique établissement qui est sur le bord de Seine avec une vue Tour Eiffel sur la Statue de la Liberté. On va également sur un nouveau quartier. C'est vrai que le groupe avait plutôt tendance à s'étaler de la place de la Bastille jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et là, vous changez un peu d'univers. Là, on va un peu plus loin. Donc, on est ravis vraiment. Qu'est-ce que ça change? Alors, c'est le grand débat aussi. Alors, il y a les questions de pénurie de personnel dont on va parler dans un instant. Mais qu'est-ce que ça change? On nous disait après le Covid, dans la restauration, ça sera plus la même. Ça sera peut-être des cartes un petit peu plus épurées. Ça sera peut-être d'autres façons de travailler. Non, est-ce que vous sentez véritablement qu'on revient vers ce qu'était le monde de la restauration d'avant? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour vous? De manière générale, je pense que les crises poussent à recentrer certains marchés et poussent aux transformations également. On voit bien que tout ce qui a été delivering, dark kitchen ont pris le relais sur le service à table pendant le Covid. Je pense que c'est une tendance qui a vocation à se développer dans les semaines à venir et dans les mois à venir. Sur la restauration traditionnelle, on a un petit problème technique. Tout va bien. Voilà, bon, tout va bien. Sur la restauration traditionnelle, je crois vraiment à tout ce qui est un concept un peu anglo-saxon qui s'appelle l'entertainment, qui combine évidemment eat, le fait de manger, et entertainment, qui est le fait de s'amuser. Et en fait, c'est un concept qui était né dans les années 90 avec Walt Disney. Et en fait, pourquoi? Parce que le consommateur avait envie d'une immersion dans les parcs à thème avec la restauration. C'est ça. Et aujourd'hui, on le sent vraiment de plus en plus dans la restauration traditionnelle. Je pense qu'il faut pousser les axes de diversification. Il faut vraiment que le client vive une expérience. Vous dites, il n'y aurait pas eu le Covid, on n'aurait peut-être pas fait la même carte. Peut-être pas de la même façon finalement. Il y aurait des changements à la barre. Alors sur les cartes, je ne sens pas énormément de changements, franchement, pas de notre côté en tout cas. Hormis évidemment les problèmes d'approvisionnement dont on parle, les craintes d'inflation, enfin c'est plus une crainte maintenant, c'est clairement réel. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, je pense, sur la conceptualisation de nos restaurants. Il faut vraiment... il faut aller au bout de ce qu'on souhaite faire dans les restaurants. Bon, le grand sujet évidemment, Thierry Grégoire, on va en parler avec vous parce que c'est votre combat, c'est le grand sujet de la profession, c'est ces questions de pénurie de personnel. Voilà, la quête de sens, on a parlé de ça effectivement, l'exode. Il manque combien de saisonniers cette année dans les cafés, hôtels, restaurants, grosso modo? On a eu un pic jusqu'en mai à 250 000. 250 000. Mais aujourd'hui, moi je rejoins ce que dit David, il y aura un avant, un après. À toute crise, il y a des choses positives à en retirer. Alors, bien évidemment, sur le recrutement, c'était déjà un secteur en tension, mais comme d'autres secteurs liés au métier de service avec beaucoup de main-d'œuvre. Donc, il y a eu un phénomène d'évaporation de salariés. Je rappelle que 50% moins de 36 ans, des gens qui ont quitté ce secteur d'activité. Pourquoi? Parce que le temps était beaucoup trop long pour eux. C'était quand même le secteur qui était à l'arrêt le plus long, 18 mois. Donc c'était très long. Et aujourd'hui, on a aussi cette responsabilité collective. Et moi, je partage. Je suis aussi un entrepreneur comme David. Les choses sont en train de changer. On ne reviendra plus jamais comme avant. Donc dans les pratiques commerciales, dans la qualité des prestations, des services, etc., les choses vont évoluer. Notre clientèle aujourd'hui veut évoluer. En revanche, en termes de recrutement, les choses aussi doivent évoluer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte aujourd'hui. Je sais que ça fait pas plaisir à certains grincheux, mais ceux-là disparaîtront. Il faut partager la valeur. Il faut donner du sens au travail. Et le sens au travail, ce n'est plus sacrifier toutes les libertés, faire tous les sacrifices. Donc on a aujourd'hui des nouvelles générations qui veulent. Et nous, nos chaînes d'entreprise, notre rôle, c'est aussi, on a été jeunes, on a été formés, c'est de savoir à qui on va transmettre nos affaires. Et donc c'est de les associer. Les associer avec nous, passer par les cursus de formation. La rémunération, c'est évidemment un élément. Alors, c'est pas le seul. Non, mais justement, parce qu'il y a effectivement cette hausse des rémunérations au 1er avril, 16,3%. Et on commence déjà à entendre certains qui disent « Ah ben vous voyez, ça marche pas ». Ça suffit pas à faire revenir. Donc vous nous dites effectivement, c'est pas que ça. Je vous ai toujours dit quand je venais dans vos émissions, je dis le salaire est un élément, mais c'est pas le seul. Oui, d'accord. Il y a la formation, il y a la classification, il y a une grille de classification, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont diplômés ne peuvent plus être payés au niveau échelon 1 de la grille. D'accord. Tout ça, ça contribue. Mais il y a des conditions de travail. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille, c'est ce qu'on essaye de faire, sur donner peut-être 2 jours de repos consécutifs. Alors pas forcément le week-end, parce que nous, c'est vrai que le week-end est un jour comme un autre. Nous, on travaille quand
nos clients sont dans des temps de repos, des temps de loisirs. Mais il faut travailler sur ces conditions de travail. Il faut travailler aussi sur des sujets de logement, alors qui concernent peut-être plus la saisonnalité. Enfin, tous ces sujets-là, on doit pouvoir les mettre sur la table et accepter. Encore une fois, je le redis, c'est pas un gros mot. On doit accepter, nous, chefs d'entreprise, de partager la valeur. On sait prendre soin de nos clients. On doit savoir prendre tout aussi soin de nos salariés. Ça, c'est l'avenir et c'est comme ça qu'on arrivera à refaire venir des gens dans notre secteur d'activité, des plus jeunes. Il y a l'orientation aussi, là où on devra évoluer parce que c'est trop à la main de l'État. L'État doit accepter de co-réaliser, de co-organiser, de co-orienter avec nous. Et je pense que, moi je suis très optimiste en fait quelque part, parce que je pense que les choses vont aller dans un bon sens. Alors il y aura toujours des gens qui feront n'importe quoi, mais le sens de l'histoire est en marche. Comment est-ce que vous gérez ces problèmes de... Est-ce que vous êtes confronté, vous ici dans le groupe Beaumarly, à ces problèmes de pénurie de personnel, David? Comment ça se passe chez vous? Alors, oui, bien sûr. Comme tout le monde. On serait magicien de ne pas l'être. En revanche, je rejoins ce que dit Thierry et je suis tout à fait d'accord sur... je pense que nous, en tout cas, avec le Covid, on a vraiment renforcé la formation de nos salariés, de nos collaborateurs. Aujourd'hui, Beaumarly, c'est quand même 1500 collaborateurs. C'est avant tout déjà, la restauration et l'hôtellerie, un métier de passionné. Ça, c'est vrai qu'il faut le savoir, il faut être passionné parce que ça demande vraiment beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps et d'investissement. Aujourd'hui, les entrepreneurs, les patrons doivent investir sur le capital humain. C'est très important au-delà de l'aspect salarial, au-delà de l'aspect intéressement, il faut être capable de donner une vision à ses salariés. Nous, on a vraiment comme ADN chez Beaumarly de recruter des jeunes. Il faut savoir qu'on n'aime pas chasser, on n'aime pas aller, on a une approche qui est assez directe, on recrute les jeunes, on investit sur eux pour les faire monter jusqu'à les associer. Et aujourd'hui, vous organisez la mobilité interne, vous les faites monter en puissance. Bien sûr, on les fait monter en puissance, on organise la mobilité interne et on a surtout l'opportunité à tous les postes, que ce soit dans les restaurants, sur les opérationnels ou même dans tout le service du back-office, de faire muter les différents protagonistes sur des fonctions différentes. Et ça leur plaît, ça donne une vision et un sens au travail qu'ils effectuent au quotidien. Et ça, c'est très important pour nous. Dans un groupe. Est-ce qu'on peut le faire, on peut étendre ça, tout ce qui est mobilité, promotion, on ne peut pas étendre ça à l'ensemble de la profession aujourd'hui, Thierry Grégoire? Effectivement, vous me dites que c'est le nerf de la guerre, c'est aussi ça, la quête de sens, la perspective. Mais je pense qu'en tout cas, il faut tisser un cadre général et dans lequel il faut je le redis, la grille des classifications, la grille des salaires, la formation professionnelle, le logement, tout ça, ça doit contribuer, on doit fixer un cadre sur lequel on doit augmenter les minima. Ça a été fait. Maintenant, chaque chef d'entreprise, lui, après, a ses propres contraintes de territoire. Il n'y a pas une entreprise qui ressemble à une autre, mais il faut impérativement, en tout cas, ce qui va changer, on parle des jeunes, mais on pourrait parler aussi de ceux qui sont dans d'autres secteurs d'activité, qui sont en situation de ne pas avoir de contrat de travail. C'est aussi d'aller les chercher pour les remettre dans les conditions, les former pour les mettre, leur offrir des perspectives d'évolution. En fait, les nouvelles générations, elles ont besoin de se projeter. Elles ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'elles font. Et ça, là-dessus, c'est à nous, la génération intermédiaire, de fixer ça. En tout cas, de comprendre ça. Ceux qui ne veulent pas aller là-dedans, ces chefs d'entreprise, souvent, sont sanctionnés. Sont déjà sanctionnés par les salariés qui ne veulent plus travailler chez eux et seront sanctionnés aussi par leurs clients. Donc, c'est un sens, les choses c'est le sens de l'histoire parce que si on ne le fait pas, dans tous les cas de figure, on aura toujours cette pénurie d'emploi. Et même pire que ça, de toute façon, ce sera des fermetures d'entreprises. Après, il faut aussi que l'État apprenne à mieux partager, à mieux aussi faire en sorte qu'on puisse avoir des... Parce que le social, c'est aussi de l'économie et c'est surtout de l'économie. Donc, il faut des bons équilibres. On a 30 secondes, messieurs. Juste, puisque vous parlez de fermeture, j'ai la question. Beaucoup de PGE à rembourser. Est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui quelle part de cette profession de l'hôtellerie-restauration est sous perfusion et en grand danger finalement? On a distribué 11 milliards de PGE. Aujourd'hui, on peut considérer qu'on a à peu près, chaque année, on avait 10 000 entreprises qui disparaissaient et qui se créaient. Celles-là ont été sauvées pour le Covid. Probablement qu'on sera dans les mêmes zones l'année prochaine, sachant que les PGE ont été décalés pour certains d'un an, mais certains commencent déjà à les rembourser. C'est pour ça qu'on demande l'extension de 10 ans. Et ça, c'est le minimum, parce que ça, c'est une vraie bombe à retardement dans nos comptes d'exploitation. On aura bien besoin, effectivement, déjà d'une bonne saison. Oui, David, là-dessus, peut-être. Moi, je disais, ma crainte par rapport à votre avis sur les PGE, c'est que c'est reparti très très fort de manière générale, mais c'est vrai que ma crainte va plutôt pour la restauration un peu zombie, c'est-à-dire ceux qui ont été vraiment perfusés.
et qui, à mon sens, vont être rapidement rattrapés par les problèmes de localisation, de concept ou de loyer. Et là, on risque d'avoir un certain nombre de sujets sur cette restauration-là assez rapidement. Bon, en tout cas, encore une fois, une belle saison estivale ne sera pas trop, effectivement, pour donner un petit peu de baume au cœur. Et apparemment, c'est ce qui se précise pour la restauration dans son ensemble. On vous le souhaite en tout cas, David. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. David Bétan, le directeur général du groupe Beaumarly, avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Thierry Grégoire, président de l'UMIH saisonnier, avec nous sur BFM Business.